Alors, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire la suite. Alors, donc on va commencer maintenant pour le test d'hypothèse pour deux populations. Donc, pour le test d'hypothèse pour deux populations, donc généralement, on va commencer par les titres. Donc, quand vous avez écrit la dernière fois sur vos cahiers test d'hypothèse pour une seule population, donc aujourd'hui, vous allez faire en deux tests d'hypothèse pour deux populations indépendantes. Et on va commencer, comme on a fait pour la seule population, test d'hypothèse pour la moyenne. Ou bien on va faire deux moyennes, donc on va faire pour l'égalité des moyens. Et bien sûr, pour ce cas-là, on va supposer plusieurs suppositions. Donc, on va commencer tout d'abord par ce test d'hypothèse. Donc là, on a deux cas. Ok. Donc, on va prendre lorsque sigma, il est connu, ou lorsque sigma, il est inconnu. Ok. Donc, on a deux cas à traiter. Donc, on va commencer par ce dernier cas, lorsque sigma, il est inconnu. Et on va traiter deux cas possibles. Donc là, vous pouvez écrire petit a, sigma inconnu. Donc, A1, sigma inconnu, on a sigma 1 égale sigma 2. Et on va faire par la suite les cas où, vous pouvez le noter, deuxième cas, lorsque sigma 1 est différent du sigma 2. Donc, c'est ce qu'on va faire pour la moyenne. Ok. Donc, je vais passer maintenant au slide. Donc là, on va prendre ce qu'on était en train de dire. Donc là, on va supposer que on a deux populations indépendantes. On va supposer aussi que les populations suivent la loi normale, ou bien si ça ne suit pas la loi normale, on va supposer que on a la taille de l'échantillon supérieure à 30 pour assurer le passage théorème de la limite centrale et la normalité des observations. Et on va prendre le premier cas lorsque sigma 1 égale sigma 2 et les deux sont inconnus. Okay. Donc ça, c'est le premier cas qu'on va traiter. Donc vous pouvez écrire comme maintenant un petit titre, vous pouvez écrire premier cas, sigma 1 égale sigma 2 égale sigma, mais le sigma 1 et le sigma 2 sont inconnus. Okay. Donc là, lorsque on a cette inégalité, cette égalité, mais on a la valeur de sigma, elle est inconnue. Donc, automatiquement, ce qu'on va faire, c'est de passer au test de student. Okay. Donc là, l'application, elle va se baser sur la règle de décision suivante. Donc là, on a le testat, la règle de décision, son degré de liberté. Hop, on va prendre une nouvelle page. Donc la règle de décision. Donc, n'oubliez pas qu'on a pris ce cas lorsque sigma 1 égale sigma 2 égale sigma. Et bien sûr, le sigma, il est inconnu. Donc, lorsqu'on a cette condition-là, donc la statistique de décision, c'est le T stat qui est égal à la moyenne du premier groupe moins la moyenne du deuxième groupe sur la racine
S carré P, 1 sur la taille de le premier échantillon plus 1 sur la taille du deuxième échantillon. Il a bien sûr S carré P, elle va tenir en compte de S1 carré et S2 carré. On est en train de parler du S qui est l'estimateur de sigma parce que sigma il est inconnu. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer ce T-stat-là et on va le comparer avec la valeur tabulée. Donc la valeur tabulée, c'est une valeur qui a un degré de liberté égal à N1 plus N2 moins 2. Et bien sûr, soit alpha sur 2. Et cela va dépendre du type test. Si on a un test unilatéral à droite ou à gauche, on va prendre le alpha. Si on a un test bilatéral, on va prendre alpha sur 2. Okay. Donc, ce qu'on a maintenant, les différents tests qui peuvent être possibles pour deux populations lorsque sigma 1 égale à sigma 2 égale sigma sont les suivants. Donc, la première chose, on va supposer que H0, c'est-à-dire l'hypothèse nulle, mu1 égale mu2, c'est-à-dire les deux populations ont une moyenne similaire, c'est-à-dire ils ont la même moyenne. Donc, ça, c'est l'hypothèse nulle. L'hypothèse alternative qu'on appelle H1 ou bien HA, elle peut être soit mu1 différente de mu2, ou bien la première moyenne mu1, elle est supérieure à la deuxième moyenne mu2, ou bien la première moyenne mu1, elle est inférieure à la deuxième moyenne mu2. Donc là, on a les trois cas possibles. Okay. Et pour ces trois cas possibles, chacune, elle a une règle de décision. Donc, ce qui est commun pour ces trois-là, c'est ce qu'on appelle le T-stat. Donc, le T-stat, il est le même. Donc, on rejette si. Alors, pour la première chose, pour la première hypothèse alternative, on rejette lorsque... Donc là, on doit comparer le T-stat qu'on venait d'écrire, on doit le calculer. Et ce T-stat-là, s'il est, lorsqu'on parle de différence, c'est-à-dire on parle d'un test bilatéral, donc on rejette si le T-stat, il est quoi? Il est supérieur à ce qu'on appelle le student alpha avec degré de liberté N1 plus N2 moins 2. Ou bien, ce même T-stat-là, il est inférieur au student de alpha n plus m moins 2. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que ce alpha-là, il est divisé entre deux parties, donc obligatoirement, je dois diviser par 2. Faites attention à cette remarque-là. Okay. Donc là, le risque, il est divisé entre deux parties. Si je veux faire le graphique, donc là, on a notre axe. Et je vais dessiner à peu près une loi normale, la courbe qui doit être symétrique. Hop. Donc, lorsqu'on parle d'un test bilatéral, la zone de rejet, elle est à droite et à gauche. Donc, ce que je suis en train de faire maintenant en rouge, c'est la zone de rejet. Donc, puisqu'on parle d'un risque, division en deux parties, donc le alpha, elle va être aussi divisé en deux parties. Donc, alpha sur 2 et alpha sur 2. Okay. Donc, ce qui est en rouge à droite, c'est Q superficie est égal à alpha sur 2, et ce qui est à gauche est égal à alpha sur 2. Donc, si on a un point qui tombe dans cette partie-là, ou bien dans cette partie-là, généralement le T-stat, s'il se trouve dans la partie rouge à droite ou bien la partie rouge à gauche,
Donc là, on va rejeter H0. Par contre, si le T-stat, il se trouve dans la zone que je vais faire en noir, donc là, on parle de la zone d'acceptation. Et là, on accepte H0. Donc ça, c'est la zone d'acceptation. Donc, le T-stat, je vais le calculer. S'il tombe dans cette zone-là, donc il est dans la zone d'acceptation. Donc, je ne rejette pas. Si il tombe dans cette partie-là, donc là, il est clair que ce T-stat-là, il est supérieur au student. La valeur critique, c'est ici. Donc, on rejette H0. Ou bien, maintenant, on va parler du côté gauche. Donc là, on va parler de moins student n plus m moins 2. Si la valeur de T-stat que je vais calculer, elle va tomber dans cette zone-là, donc on va rejeter H0. Donc, on est en train maintenant de parler d'un test bilatéral. Okay? Donc, on va passer maintenant à la deuxième hypothèse. Donc, la deuxième hypothèse, elle est ainsi. Donc, on a dit toujours le H0, il va rester toujours mu1 égale mu2. Par contre, le H1, cette fois-ci, on va prendre un test unilatéral à droite, c'est-à-dire le H1, mu1, il va être supérieur à mu2. Qu'est-ce que ça veut dire mu1 supérieur à mu2? C'est-à-dire mu1 moins mu2, il est supérieur à 0. Et là, l'hypothèse nulle, ça revient au même. On peut écrire mu1 moins mu2 égale à 0. OK? Alors, donc, là, la statistique de décision va rejeter alors lorsque, donc, on rejette H0 si le T-stat, il est cette fois-ci supérieur à la valeur critique. OK? C'est-à-dire, on va faire la même chose dans notre cours. Et on va essayer de faire une courbe symétrique. La zone de rejet, cette fois-ci, elle est uniquement la partie qui existe à droite. Donc, on ne rejette que si la valeur T-stat, elle existe dans la zone rouge. Donc là, si T-stat, elle existe là, donc on va parler d'une zone de rejet. Donc, si T-stat, il est là, donc on va parler du rejet. Et bien sûr, cette valeur-là, c'est la valeur de student, degré de liberté N1, plus N2, moins 2. Et bien sûr, là, faites attention, c'est pas alpha sur 2, c'est tout le alpha. OK? Donc, on rejette si T stat, il est supérieur au T critique. Et maintenant, le T critique, je vais l'écrire, c'est le student alpha N1 plus N2 moins 2. Alors, ce qui reste maintenant, c'est lorsque, la dernière étape, lorsque on parle d'un test unilatéral à gauche. Donc, on va garder toujours le H0, mu1 égale mu2, ou bien mu1 moins mu2 égale 0. Contre le H1 maintenant, mu1, il est inférieur à mu2, c'est-à-dire mu1 moins mu2, il est négatif. Donc là, tout simplement, si on revient par analogie à ce qu'on était en train de faire, donc on va dire qu'on va rejeter H0 si maintenant le T-stat, il est inférieur à T critique ou bien T tabulé. Et on va faire le graphique T qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, c'est notre axe, la moyenne. Donc toujours, on va essayer de faire une courbe qui est symétrique. Mais cette fois-ci, la zone de rejet va devenir à gauche. Donc elle est là.
Et bien sûr, la valeur critique maintenant, c'était, on va toujours regarder le degré de liberté N1 plus N2 moins 2, mais cette fois-ci, faites attention, on va prendre le degré de liberté, le niveau de risque, c'est alpha, ok, c'est toujours alpha. Et bien sûr, là, puisqu'on parle du côté négatif, donc on aura moins t, ok, ça c'est 0, ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appliquer ce qu'on a fait ici dans quelques exemples. Mais avant tout, n'oubliez pas ce qu'on a fait jusque-là, c'est lorsque on a supposé que sigma 1 égale sigma 2 égale sigma, c'est-à-dire on a supposé l'égalité des variances et on a supposé aussi que ce sigma-là, il est inconnu. En plus, on a supposé qu'on a des données qui suivent la loi normale. Et si les données ne suivent pas la loi normale, on a supposé qu'on va prendre une taille d'échantillon supérieure à 30 pour utiliser le théorème de la limite centrale. Et bien sûr, on a supposé aussi l'indépendance des populations. Donc là, on a des populations qui sont indépendantes. On a sigma 1 égale sigma 2 et le sigma il est inconnu. Et on a supposé aussi que les observations suivent la loi normale, sinon on va supposer une taille d'échantillon supérieure à 30. Alors, on va passer maintenant à un exemple. Alors, ce qu'on a ici, c'est... Donc, vous êtes un directeur ou l'analyste financier dans une société et vous voulez savoir si les dividendes dans les deux places financières NYSE et Nasdaq sont égales ou non, c'est-à-dire elles ont le même rendement, le même valeur. Ok. Donc, pour cette raison, on a pris le tableau suivant. Donc, ce tableau, on a le nombre de titres. Donc, pour le premier, c'est 21, pour le deuxième, c'est 25. Donc, N1 égale 21 et N2 égale 25. Donc, simple mean, c'est-à-dire la moyenne x bar 1 égale 3,27 et la moyenne x bar 2 égale 2,53. Et bien sûr, sample, standard deviation. Donc là, on parle d'un échantillon. Donc, on ne va pas dire sigma, parce qu'on a un échantillon, mais on va écrire S. Okay? N'oubliez pas que S, c'est l'estimateur du sigma. Et l'estimateur, il prévient toujours d'un échantillon. Donc, lorsque je dis échantillon, automatiquement, je dis S. Donc, S1 égale 1,3 et S2 égale 1,16. Donc là, ce sont les données que je peux dégager de ce tableau-là. Donc là, je veux comparer si le rendement des dividendes sur les deux places financières, est-ce qu'il est le même ou bien la première place donne un rendement supérieur ou bien l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, le H0, c'est mu x ou bien mu 1 égale à mu 2, c'est-à-dire les rendements sont égaux contre eux. Donc, on doit lire le reste des énoncé pour voir qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut savoir l'égalité ou bien s'il y a une place qui domine l'autre. Donc, on va retourner maintenant à notre slide et on va lire la suite. Alors, là, on a la première phrase, elle suppose que les deux populations, elles sont normales. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que la taille du champion du premier, c'est 21 et la taille du champion du deuxième, c'est 25. Donc, on ne peut pas appliquer le théorème de la limite centrale. Donc, obligatoirement, on doit supposer la normalité des données dès le départ. Et donc, pour cette raison, on a des observations qui sont normales.
Ensuite, equal variances. Donc, on va supposer ici l'égalité des variances. Donc, sigma 1 est égal à sigma 2. OK? Égal à sigma. Et le sigma, il est inconnu. Et là, le alpha égale 0,5. Donc, on va revenir, on va noter les données. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, la première thèse, il nous a dit que les observations suivent la loi normale. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, il a dit que les variances sont égales. Donc, ça, c'est bien. Donc, là, on a deux choses. Donc, il a dit que les observations suivent la loi normale. Il a dit que les variances sont égales. En plus, il a ajouté que les variances sigma 1 égale à sigma 2 égale à sigma 1 sont inconnues. C'est-à-dire l'écart type sigma 1, il est inconnu. Sigma 1 égale sigma 2 égale sigma égale inconnu. Donc, il reste maintenant à définir le type de test. Donc, ce qu'on a dit, c'est que, obligatoirement, si on veut parler de test là, donc on va dire que le H0 mu1 égale à mu2, c'est-à-dire le rendement sur la première place financière il est égal au rendement sur le deuxième place financière contre le HA. Donc on a trois cas, soit on va dire mu1 différent de mu2, donc là on va parler du test bilatéral, ou bien on va dire que mu1 supérieur à mu2, c'est-à-dire le rendement dans la première place il est meilleur, ou bien mu1 inférieur à mu2, c'est-à-dire le rendement dans la deuxième place il est inférieur. Donc, automatiquement, on va prendre une seule hypothèse HA. Ici, c'est HA. Okay? Alors, donc là, assuming both population approximately equal, normal, with equal variances, is there a difference in mean? C'est-à-dire, il veut savoir seulement la différence. Ok, donc, on va garder obligatoirement la première. Okay? Donc, c'est ça l'hypothèse alternative. Donc, obligatoirement, on n'a pas besoin de ça ni de ça. Donc là, on parle d'un test bilatéral, ok? Donc, lorsqu'on parle d'un test bilatéral, donc automatiquement, on doit revenir à notre règle de décision. Donc, on doit calculer tout d'abord pour ceci. Donc, on rejette H0. Donc, on rejette H0 si le testat il est supérieur ou bien inférieur ou bien les deux. Donc, bien sûr, lorsqu'on parle d'un test bilatéral, on va prendre testat supérieur student alpha sur 2 n, n1 plus n2 moins 2, et bien sûr et, ou bien ou bien ce testat il est inférieur à student n plus n moins 2, n1 plus n2 moins 2. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va passer au testat. C'est quoi le testat? Okay. On va revenir à notre slide. Et on va voir que notre testat, il est là. Donc, le testat, hop. Donc, c'est égal à x bar 1 moins x bar 2 moins mu1 moins mu2 sur racine de s carré p sur n1 moins n2. Donc, le x bar 1, on a les valeurs. Alors, je vais prendre le tableau. Hop. Ça, c'est notre tableau. Donc, automatiquement, si je veux parler de x bar 1, donc c'est égal à 21. Moins le x bar 2, c'est 25. Mu1 moins mu2, on a supposé l'égalité. Donc, mu1 moins mu2, c'est égal à 0, puisqu'on a dit que mu1, dans le H0, on a dit mu1 égale à mu2, c'est-à-dire mu1 moins mu2 égale à 0.
Le 1 sur N1, le N1, on a dit combien? Sample size, c'est 21. Donc N1, c'est 21. Et le N2, c'est 25. Alors, qu'est-ce qui reste à déterminer? On doit déterminer le S carré de P est égal à combien? Donc, on va revenir au slide et on va prendre le S carré de P. Hop. Alors, là, on a besoin de faire le N-1 S1 carré, N-2 S carré sur N1 plus N2 moins 2. Donc, tout simplement, le S1, c'est 1,3. Ok, donc S1 carré, c'est 1,3 au carré. Et le S2 carré, c'est 1,16 au carré. Donc là, tout simplement, on a tout pour faire notre test d'hypothèse. Donc là, pour trouver le résultat, donc la valeur du T-stat, elle est égale. Donc là, c'est notre test d'hypothèse. Donc H0 mu 1 moins mu 2 égale 0. Contre H1 mu 1 moins mu 2 différent de 0. Le test statistique, on a dit test stat, c'est x bar 1 moins x bar 2 moins mu 1 moins 2 sur racine s carré p et ainsi de suite. Donc, tout simplement, on va trouver que le test stat égale 2,04. Et bien sûr, le s carré p, on l'a calculé. N1 moins 1, S1 carré, plus N2 moins 1, S2 carré, sur N1 moins 1 plus N2 moins 1. Donc là, on a trouvé que le S carré P égale à 1,5021. OK? Donc là, c'est le S carré P. Et là, on a trouvé le T-stat. Donc obligatoirement, on doit faire la courbe de la loi normale là, si on veut s'assurer d'une bonne représentation. Hop, pardon. Donc là, c'est là. Donc ça, c'est l'axe. Hop, et hop. Et on va faire hop. Et on a ça, c'est la zone de rejet en vert. Et on va calculer maintenant le student, les valeurs critiques. Là, on a pris le alpha de combien? Donc, on doit revenir au slide pour savoir la valeur de alpha. Donc, on a trouvé le alpha égale 5%. OK? Donc, alpha 5%. Donc, le alpha sur 2, c'est 0,025. N1 plus N2 moins 2. Le N1, c'est combien? C'est 21 plus 25 moins 2. OK? Donc, ça va donner le student de 46 moins 2, c'est 44. OK? Donc, le student de 44 moins 2, 0,025. Donc là, obligatoirement, si on voit la valeur de la table statistique, on doit passer au degré de liberté égal 44 et pour alpha égale 0,025. Donc, on va passer maintenant à notre table student. Alors, je dois ouvrir la table. Donc là, c'est la table. On va passer à la table student. Alors, pour la table de student, on a dit que le alpha est égal à 0,025. Donc l'année, on va prendre le 1 moins alpha, c'est 0,975, c'est-à-dire la troisième colonne. Et on va passer au degré de liberté 44. Hop, 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 degré. Là, pour ce tableau-là, donc là,
la dernière valeur, c'est 30, ok? Et ensuite, c'est l'infini. Donc, obligatoirement, là, l'infini, c'est-à-dire, on va prendre les valeurs supérieures à 30, parce qu'obligatoirement, on va revenir à la valeur, à la table de la loi normale. Donc là, obligatoirement, si alpha égale 5%, alpha sur 2 égale 0,025, et ça va donner la valeur 1,96. 1,96, c'est la même valeur si on a pris la table de la loi normale, ok? Parce que lorsque 1 est supérieur à 30, donc, according to théorème de la limite centrale, donc, on a revenu à la table de loi normale. Donc là, c'est 1,96, ok? Donc là, c'est 1,96. Et là, c'est moins 1,96. Et donc, obligatoirement, elle est où la valeur? C'est 2,04, c'est par là. Donc, elle est ici. Donc, cette valeur-là, elle est là. Donc, elle se trouve dans la zone de rejet. Donc, la décision, c'est qu'on rejette H0. On rejette H0, c'est-à-dire les moyennes ne sont pas égales. C'est-à-dire les rendements dans les deux places financières sont différents. Okay? Alors, donc là, on a pris le cas lorsque sigma est égal à sigma 2 et sigma elle est inconnue. Okay? Donc là, on a pris cette valeur-là. Donc là, si vous voyez ceci, c'est l'intervalle de confiance. Donc on peut raisonner de la même manière. Okay? Donc je peux vous demander de construire l'intervalle de confiance comme on a fait pour le chapitre précédent, de mu1 moins mu2. Okay? Donc là, pour l'intervalle de confiance, lorsqu'on a fait l'intervalle de confiance pour l'estimation par intervalle, on a dit que c'est égal à x bar 1 moins x bar 2, plus ou moins student alpha sur 2, la racine de s carré, et ainsi de suite. Donc on a trouvé que l'intervalle de confiance égale 0,09, 1,471. Donc d'après vous, et nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire l'égalité, tester si les valeurs sont égales entre mu1 et mu2. Donc ça, c'est l'objectif. Donc là, si on regarde à l'intervalle de confiance, on trouve que le 0, il n'existe pas dans cet intervalle, ok? Donc il n'y a pas de 0 dans l'intervalle. Donc le 0 n'appartient pas à l'intervalle de confiance. Mais bien sûr, lorsque le 0 n'appartient à l'intervalle de confiance, c'est-à-dire mu1 et mu2 n'appartiennent égal à 0, mu1 moins mu2 égale 0, cette valeur-là ne peut pas appartenir dans cet intervalle de confiance. Donc là, obligatoirement, on va prendre la même décision prise par le test d'hypothèse, c'est-à-dire on ne peut pas dire qu'elles sont égales. Donc là, on a fait la première partie pour le test d'hypothèse pour deux populations. Donc ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est qu'on va faire le test d'hypothèse pour sigma 1 égale sigma 2 égale sigma carré. Et cette fois-ci, on va supposer que le sigma, il est connu. Okay? Donc, ce qu'on va faire la prochaine fois, c'est lorsque sigma 1 égale sigma 2 et sigma est connu. Et voilà. Merci pour votre attention.